Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau numéro d'Hebdo Show. Et oui, Hebdo Show change d'horaire à partir d'aujourd'hui. On passera à 20h45 au lieu de 21h en attendant les horaires du Ramadan. J'ai le plaisir ce soir d'être accompagné de Gamal Abina. Bonsoir Gamal. Bonsoir Badis Nissa. Bonsoir Nouhad, bonsoir mes collègues. Faisal Mataoui est également avec nous. Bonsoir Faisal. Bonsoir Nouhad. Et puis il y a également Mehdi Rezar. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Nouhad, bonsoir à messieurs. Alors au sommaire ce soir, mesdames et messieurs, tenue du 38e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, avec la participation du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Commémoration du 65e anniversaire du début des essais nucléaires dans le Sahara algérien. Un crime contre l'humanité que la France ne souhaite toujours pas reconnaître. Et en dernière partie, Nariman Zikar nous rejoindra pour parler de la victoire de la diplomatie algérienne au sein de l'Union africaine, mais surtout de cette guerre de désinformation aveugle contre l'Algérie menée par le Marzen, en perte de vitesse et fidèle à ses principes pernicieux. Alors pour cette première partie d'émission, nous avons donc décidé de revenir sur le 38e sommet de l'Union africaine qui s'est donc tenu ce week-end à Addis Abeba, un sommet consacré à d'importants dossiers liés à l'action africaine commune et auquel a participé donc le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le président algérien qui a été accueilli chaleureusement. Nous allons le voir à l'écran. Il a d'ailleurs, comme vous allez le voir, il a été conduit par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed vers le siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Les images arrivent dans quelques instants. Avant que les images arrivent, messieurs, je voudrais qu'on en parle. Ces images qui sont là à l'écran, c'est tout de même quelque chose à retenir, Mahdi. Écoutez, des images fortes. L'Algérie reprend la place qui est la sienne au niveau continental. L'Algérie, pays continent qui prend de plus en plus de place et de poids sur l'Afrique, ça fait plaisir. Écoutez, l'Algérie continue à engranger du fait de ses alliances avec ses amis africains, de la sympathie, de la confiance. La confiance entraîne automatiquement de la réciprocité, de la mutualité des travaux, de la mutualité des coopérations. La coopération entraîne automatiquement des projets. Les projets aboutissent. La nouvelle Afrique, la grande Afrique, l'Afrique qui naît sous le diktat de aucun pays occidental, l'Afrique qui se débrouille seule et qui se gère entre Africains. Voilà la doctrine du président Tebboune que ses homologues africains ont respecté, ont reçu et qu'ils partagent. Ce qui fait plaisir à voir, à entendre, c'est que la nouvelle Afrique s'entend entre eux. C'est un continent qui a la même visibilité, qui a la même direction, qui a la même vision et c'est beau à voir, c'est très beau à voir. Badis Nissa, c'est beau à voir, comme vient de le dire Mehdi Rezar, cet accueil qu'a reçu le président de la République. Tout à fait. D'ailleurs, l'Algérie, la diplomatie algérienne, sous la clairvoyance et la vision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est hissée sur le sommet de la diplomatie mondiale et continentale y compris. Et aujourd'hui, c'est une consécration. Quand on voit ces liasses, justement, ces liasses chaleureuses, notamment par d'autres présidents, par les délégations et autres, on voit bien qu'il y a effectivement cet engouement, mais surtout aussi cette diplomatie algérienne qui est fidèle à ses principes de solidarité, d'entraide, de diplomatie collaborative, vertueuse, d'intérêt commun, illustré et incarné par le président de la République. Et d'ailleurs que je rappelle, peut-être petite parenthèse, quand il a pris la parole, le président de la République a mis de côté son discours pour dire « je laisse mon cœur parler ». Et ça, c'est très révélateur. Très bien. Alors justement, Badis Nissa, on va écouter le président de la République et je vous redonne la parole dans quelques instants. يسرني ويشرفني أن أخاطب هذا الجمع الموقر في لقاء يعكس التزامنا الراسخ بمسيرة قارتنا نحو تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة. إن اجتماعنا اليوم يأتي في ظرف دقيق تتزايد فيه التحديات أمام الحكم الرشيد في إفريقيا، مما يجعل قمتنا هاته محطة أساسية لتعزيز العمل المشترك وتعزيز وتعميق أسس الاستقرار والازدهار في قارتنا. إن اجتماعنا اليوم بالحضور المباشر يعكس قناعتنا
بأن الآلية الإفريقية لتقييم من قبل النظراء هي أداة أساسية لتحقيق أهداف أجندة 2063 فلقد صارت آلية هامة لتعزيز ثقافة الحكم الراشد وأكدت بتجربتها خلال السنوات الأخيرة أنها ليست مجرد إطار شكلي بل هي أداة فعالة لمراجعة السياسات وتعزيز الإصلاحات الهيكلية تدفع إلى الاستقرار والتنمية في قارتنا. Voilà donc le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'exprimait lors du 34e sommet du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP, donc un sommet qu'il a présidé. Mahdi, l'Algérie s'illustre aujourd'hui par son engagement et son volontarisme. Le président de la République insiste là-dessus. Écoutez, dans le monde dans lequel on vit, et je veux qu'on s'attarde sur cette image, l'image est très forte. L'image est une arme de communication. Et quand on voit la place centrale qui est donnée au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au milieu de ses compères africains, on voit toute l'importance de l'Algérie. Quand on fait un zoom sur le manche de, enfin je sais pas comment on appelle ça, du costume, le pins du costume, avec au-dessus le continent africain et juste au-dessus le drapeau palestinien, l'image est très forte. Oui. Donc je pense que ce sommet de l'UA est un sommet avec une connotation forte en termes de communication. C'est très important. L'entente aussi cordiale entre l'ensemble des pays africains, et je dis bien l'ensemble, j'insiste, avec de l'amitié entre les chefs d'État, les différents chefs d'État, où c'est quand même un congrès qui a représenté toute l'Afrique, dans son ensemble, vraiment dans son ensemble. Ce sont des moments qui sont forts et qui resteront gravés dans le temps. Faisal, la présence du président de la République, c'était quelque chose de fort, étant donné que plusieurs chefs d'État ont rappelé justement qu'ils étaient donc heureux d'accueillir le président Abdelmadjid Tebboune à ce sommet. Absolument, parce que l'Algérie est d'abord un pays fondateur du MAEP, mécanisme d'évaluation par les pairs, MAEP, qui a été créé en 2003. Et c'était d'ailleurs 4 pays qui sont les membres fondateurs. Il y a l'Algérie, il y a le Nigeria, il y a l'Afrique du Sud et le Sénégal. Et certains ne pariaient pas beaucoup sur ce mécanisme parce qu'il a été un peu, ces dernières années, laissé de côté parce qu'il a des problèmes financiers. D'ailleurs, l'Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé que l'Algérie volontairement apporte $1 million de contribution pour relancer ce mécanisme qui est quand même très important. Effectivement, les chefs d'État, les ministres des Affaires étrangères, les chefs du gouvernement étaient un peu étonnés que le président Tebboune soit présent parce que généralement on s'est habitué à la présence des ministres des Affaires étrangères ou les secrétaires généraux des ministères. Là, la présence du président, donc bien avant le sommet, c'était vendredi, oui. Vendredi 14 février, marque le sérieux qu'a la diplomatie algérienne évoquée par Mahdi par rapport aux relations avec l'Afrique. Et le président Tebboune a insisté sur la nécessité de consolider ce mécanisme pour un peu appliquer l'agenda 2063 par rapport au développement et parce que le mécanisme MAEP est important pour évaluer, c'est les pairs, c'est les pays qui évaluent donc d'autres pays. Je pense que cette fois-ci, il y a un dossier sur la Zambie, sur la Côte d'Ivoire et d'autres pays pour les questions de gouvernance, les questions de gouvernance politique, les questions de gestion d'entreprise, le développement socio-économique, etc. Et ce mécanisme permet à l'Afrique de s'auto-évaluer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évaluation, parce qu'on s'est habitué ces dernières années à des évaluations qui viennent de l'extérieur, au lieu que ce soit les pays africains eux-mêmes qui contrôlent, qui font des audits, etc. C'est les autres qui disent, et généralement les rapports qui viennent de l'Occident sont toujours négatifs et ils sont toujours porteurs de leçons à donner aux Africains. Et donc ce mécanisme est très important. L'Algérie insiste pour qu'il soit toujours là pour aller à cette nouvelle initiative africaine pour le développement et qui permettra aux Africains de prendre leur destin en main. Et cette présence algérienne très forte avec cette contribution financière permettra effectivement de relancer. Il faut noter seulement que depuis sa création en 2003, le mécanisme est aujourd'hui à 44 pays sur 55. Donc c'est quand même important. Les 2 tiers des pays africains sont déjà membres de ce mécanisme. Et le président de la République a également appelé les membres du MAEP à honorer leurs engagements. Faisal, en plus de cette contribution volontaire d'$1 million pour soutenir le MAEP, on l'écoute.
وانطلاقا من التزام الجزائر بدعم الآلية وتمكينها من أداء مهامها، قررت بلادي تقديم مساهمة طوعية بقيمة $1,000,000 أمريكي لدعم عملية التقييم وتنفيذ التوصيات المنبثقة عنها. Et sans plus tarder, direction Addis Abeba où l'on retrouve notre envoyé spécial Tinhinen Makassi. Bonsoir Tinhinen. Bonsoir Nouhad, bonsoir à l'ensemble du plateau de Hebdo Show. Alors Tinhinen, lors du 38e sommet donc, de l'Union africaine, l'ambassadeur Selma Malika Haddadi, représentante permanente auprès de l'Union africaine, a été élue vice-présidente de la commission de l'Union africaine avec 33 voix. Exactement, Nouhad, la représentante permanente de l'Algérie et ambassadeur au sein de l'Union africaine et ambassadeur de l'Algérie ici à Addis Abeba, a emporté ce Graal, a emporté la victoire et a eu le vote ces fameuses 33 voix des délégations participantes à ce fameux voix pour être la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. Il faut savoir que la Commission de l'Union africaine est l'organe exécutif de l'Union africaine. C'est ici que se décide finalement la sécurité, l'avenir de l'Afrique, la vision commune de l'Afrique. Et cette victoire de la diplomatie algérienne marque ou renoue avec les valeurs de l'Union africaine. Je le dis souvent et jamais le dire. Le continent africain, c'est le continent des valeurs. Et cette victoire de son Excellence Selma Haddadi renoue avec cette idée des valeurs, avec cette idée d'une Afrique qui regarde son avenir par elle-même et qui a surtout une vision concrète de ce que devrait être l'Afrique, qu'elle soit économique, qu'elle soit historique, qu'elle soit politique et qu'elle soit géopolitique. En fait, c'est une vision quasiment 360 de ce que devrait être l'Afrique. Tinhinen, selon les informations dont vous disposez, comment est-ce qu'on peut évaluer ce 38e sommet de l'Union africaine? Quels sont les principaux résultats à retenir en attendant donc la clôture du sommet demain? Alors, je ne voudrais pas me vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, donc je vais me retenir de donner des résultats parce que vous l'avez dit, on attend la clôture de ce sommet demain. Cela dit, il y a quelque chose de très important lors de ce sommet, c'est ce fameux, je l'ai dit tout au long de mes interventions, c'est cette thématique qui a été choisie pour cette année 2025. L'année de l'Afrique 2025 a été mise sous la thématique de la réparation ou de la justice pour les afro-descendants, pour les populations africaines, par la réparation. Et c'est une thématique là aussi qui parle à l'Algérie. C'est une thématique où l'Algérie, elle est avant-gardiste. C'est une thématique que l'Algérie a pris à bras le corps. L'Algérie, le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud et bon nombre de pays africains ont déjà avancé sur ces thématiques-là. Donc toutes les discussions qu'il y a eu autour de ce sommet, que ce soit dans les couloirs, que ce soit lors des panels, que ce soit dans les restaurants. En fait, tout le monde avait dans le cœur et dans la tête de renouer avec la guérison de l'Afrique. Parce qu'il faut savoir que cette thématique-là ne concerne pas que la colonisation. Il faut savoir que ça concerne l'histoire de l'Afrique ou la réparation des injustices historiques qu'a subi l'Afrique depuis la transatlantique, la colonisation. Pour l'Afrique du Sud, ça concerne bien évidemment l'apartheid. Et puis on va revenir à ces fameux néocolonialismes qui ont touché l'Afrique. On l'a vu avec la mauvaise représentativité de l'Afrique dans les institutions internationales. Donc cette thématique-là a vraiment cristalliser les visions africaines. Des visions africaines qui d'abord ont émané des peuples et aujourd'hui c'est les dirigeants qui les adoptent et ça nous donne beaucoup d'espoir pour l'avenir de l'Afrique et surtout ça nous permet d'avoir une vision claire et une vision objective de notre destinée parce que finalement quand on demande réparation et quand on veut réparation et justice pour le peuple africain, ce n'est pas seulement sur l'histoire et sur la politique, il y a aussi l'idée que les richesses de l'Afrique ont été pillées et l'idée qu'aujourd'hui c'est ensemble qu'on va se reconstruire.
Et d'ailleurs, la diplomatie algérienne va jouer un rôle important face à Très bien. l'ensemble des abcès sécuritaires qu'il y a dans le continent africain. On a la question, les abcès sécuritaires au Sahel, on a la question du Soudan ou encore la question de la République démocratique du Congo. Surtout que là aussi, sur ces questions, l'Algérie figure parmi les principaux pays donateurs ou bien qui affiche cette solidarité naturelle, j'ai envie de dire, là, avec la République démocratique du Congo. L'Algérie est le seul pays africain qui aide la population de Goma ou encore les dons que le président de la République a annoncés. Et tout cela nous donne finalement de grands espoirs pour l'Algérie. Et il y a aussi sur la question de la réparation, l'Algérie qui a commémoré le triste anniversaire ou les tristes événements des tests nucléaires dans le désert algérien de Regen. Là aussi, cette expertise algérienne va être très importante pour pouvoir justement concrétiser cette thématique de l'année qui est encore une fois la justice pour les peuples africains et les afro-descendants par la réparation, mais surtout par la réappropriation de notre histoire, de notre culture et de nos richesses. Merci Tinhinan Makassi. Je rappelle que vous étiez en direct d'Addis Abeba et que vous êtes donc l'envoyé spécial d'Al24 News. Gamal Abina, je reviens vers vous. Vous venez d'écouter tout ce que Tinhinan Makassi nous a dit donc sur ce 38e sommet de l'Union africaine. Qu'est-ce que vous retenez, vous ? Déjà, la thématique principale, effectivement, c'est la réparation. J'ai un ami artiste, par exemple, algérien, qui a travaillé sur ce thème de la réparation, Kader Atia, et qui creuse beaucoup le sujet, dans la mesure où, lorsqu'un membre fantôme, par exemple, quand on perd un membre, est perdu, dans l'esprit de la personne, il est toujours présent, il arrive qu'il ressente un membre qui n'est plus là. C'est pareil pour l'Afrique. On a perdu quand même énormément de monde, dans les massacres coloniaux, dans la transatlantique, cette traite barbare. Et ce qui est remis au centre du débat, c'est la réparation, effectivement. La réparation des crimes du colonialisme, de l'apartheid et de l'esclavage. Et du néocolonialisme, effectivement. Autres, oui. Donc il faut rappeler une chose, surtout que l'apartheid, c'était en 1994, c'est très, très récent finalement. Il faut rappeler une chose importante, c'est que dans l'idée de la réparation, il y a d'abord la reconnaissance. On n'est pas au stade de la reconnaissance. L'indemnisation, on n'en est pas encore à ce stade-là. Et ensuite, le fait de caractériser le fait que les Africains étaient des êtres humains, parce qu'on avait oublié ça un temps. Et j'ai envie de dire simplement par rapport à ça, c'est que même Gutiérrez, dans son discours, parce qu'il a pris la parole, a rappelé que c'était essentiel de mettre ça en avant. Après, la question, vous avez évoqué la question algérienne, évidemment, l'Algérie a, comme beaucoup de pays africains, souffert de façon barbare de cette colonisation de peuplement, comme l'Afrique du Sud d'ailleurs, ça a duré longtemps. Mais c'est en même temps un exemple. Et ce qui se passe, c'est que quand, par exemple, l'Algérie est face des aides africaines et fait des plans de relance économique, investit dans l'investissement productif et propose effectivement ses bons offices pour obtenir la paix, eh bien, il n'est pas étonnant qu'Abiy Ahmed reçoive en grande pompe le président algérien, puisqu'il se rappelle que l'Algérie a fait la médiation entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Il n'est pas étonnant effectivement que l'Éthiopie, qui a failli d'ailleurs passer avec de gros problèmes avec l'histoire du Tigré, a failli se faire atomiser littéralement avec l'assistance étrangère. Eh bien, effectivement, ils reviennent de loin aussi, et il ne faut jamais perdre de vue que Addis Abeba est central. Il ne faut jamais oublier que l'Éthiopie est le seul pays africain qui n'a jamais été colonisé. 4 ans de présence coloniale italienne, ça ne compte pas. Et que surtout, l'Éthiopie, c'est le seul pays qui n'a pas été atomisé sur un plan culturel. Ils ont leur langue, ils ont leur culture, ils ont leur écriture. C'est-à-dire qu'ils ont été épargnés tout cela. Donc la liaison entre l'Algérie, qui a été littéralement détruite sur un plan culturel, on parle beaucoup de génocide culturel, hein, eh bien, l'Éthiopie n'a pas connu ça et il y a des jonctions possibles. Donc effectivement, ce sommet est important, c'est le 38e, vous l'avez dit. Et c'est un sommet qui doit fonder des bases nouvelles en Afrique. C'était dit tout à l'heure par Badis, quand on voit, Mehdi qui a dit que le président était au centre, c'est pas un hasard, on ne place pas les gens par hasard, parce qu'il arrive avec des solutions, avec des propositions, il est proactif et ça explique d'ailleurs la victoire par rapport à l'Algérie sur certains votes qui lui ont été favorables, alors que d'autres pays qui sont entrés en Algérie en 2017 ont du mal à influencer le débat. Je pense que la victoire de Mme Selma Haddadi est très importante pour l'Algérie. Parce qu'il faut noter que cette victoire a été obtenue après 7 tours et que le pays voisin, le Maroc, a tout fait pour essayer de gagner. Il a même suggéré que l'Algérie a perdu, etc. Parce qu'il y avait parallèlement un ouad à la tenue du sommet qui se tient toujours à Addis Abeba. Effectivement, c'est une ville importante, une capitale importante en Afrique. Il y a eu aussi l'autre guerre des coulisses. Et c'est vraiment une grande victoire pour l'Algérie. D'ailleurs, tout le monde, comme l'a souligné notre ami Tinhinan Makassi, il y avait une ambiance de fête. On a vu les images tout à l'heure dans la salle après la victoire parce que Mme Selma Haddadi est très respectée en Afrique. Elle était très applaudie parce que c'est une dame
dame qui est très modérée, qui connaît très bien ses dossiers. Elle a été directrice générale Afrique au ministère des Affaires étrangères. Elle a géré beaucoup de dossiers. Elle était aussi ambassadrice. Là-bas, surtout. Oui, elle était ambassadeur auparavant, avant le Addis Abeba. Elle était au Kenya et en même temps au sud du Soudan. Donc c'est une dame africaine qui veut aussi relancer le travail de la Commission africaine, parce que la diplomatie algérienne, c'est une diplomatie de valeur, c'est une diplomatie qui respecte tous les pays. Gamal a raison, on parlait de cette centralité où le président, comment il était placé, parce que l'Algérie est un pays d'équilibre, c'est un pays qui respecte donc la modération. Et l'idée de la réparation, elle est très importante en Afrique. Elle est très importante parce que tout le continent africain a besoin de réparation. Il y a le colonialisme français, portugais, espagnol, britannique, allemand. Hollandais aussi, en Afrique. Oui, et tout le monde a pris les biens culturels, a pris des richesses de l'Afrique, les pillages, etc. Et donc, tout le pays, la justice aussi est importante, d'où. Et on comprend qu'au sein de l'Union africaine, grâce aussi notamment au travail très important que mène l'Algérie au sein de cette institution, il y a une prise de conscience pour justement que les Africains reprennent leur destin en demandant aux anciens colonisateurs aussi des réparations et de reconnaître leurs erreurs. Juste un petit ajout, Oui. pour donner l'exemple sur le plan culturel, c'est important de le rappeler, parce que j'ai eu un débat, d'ailleurs ici à L24, ils ont pillé 70 000 œuvres, je parle des Européens, 70 000 œuvres d'art africaines, pillées. Ils en ont rendu 26 au Bénin, et encore c'est prêté apparemment. C'est vous dire un peu le niveau de réparation qu'il doit y avoir. Et le second aspect, n'oublions jamais, parce qu'il y a les peuples martyrs, aujourd'hui en RDC, on voit le résultat, près de 6 millions de morts ou 7 millions, on n'a plus le chiffre. Et on voit aussi le Soudan qui est en guerre civile pour lequel on ne trouve pas de solution. Tout ça, ça a du sens. Et effectivement, l'Union africaine se trouve en devoir d'agir pour arrêter ces massacres. Je vous propose, messieurs, avant de poursuivre le débat, d'écouter ce sonore donc, de la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Selma Haddadi. On revient tout de suite. Je voudrais dire que cette victoire, peut-être qu'elle cristallise, mais en réalité, elle n'est qu'une continuation, parce que l'Algérie est un membre fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine et de l'Union africaine. Et l'Algérie a toujours contribué avec des hommes et des femmes pour l'œuvre continentale, à travers sa contribution à la libération des pays africains et sa solidarité à travers sa contribution au développement dans un esprit tout à fait solidaire des autres pays africains, à travers sa coopération, à travers ses projets de développement qui ont un prolongement africain. Tout cela traduit vraiment une politique qui est cohérente à travers les décennies. Et surtout, cette politique a trouvé son expression la plus active sous la direction avisée de Monsieur le Président de la République, qui a su donner l'impulsion, qui a su donner la direction et l'orientation vers notre continent de l'Algérie, notre environnement naturel, notre espace et notre prolongement géostratégique. Et si l'Afrique est développée, si l'Afrique est en paix, si l'Afrique est stable et intégrée, l'Algérie aura gagné. Et tous les peuples africains et tous les pays africains auront gagné. Et c'est là l'enseignement que nous tirons de l'orientation qui a toujours été donnée, mais encore davantage maintenant avec la sage perspective de Monsieur le Président de la République et bien entendu de Monsieur le ministre des Affaires étrangères, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, et bien entendu de la secrétaire d'État chargée des Affaires africaines. Déjà, sa nomination récente, tout est cohérent. Voilà, c'était donc Selma Malika Haddadi, vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. Elle était au micro de notre envoyé spécial à Addis Abeba, Tinhinan Makassi. Badis Renissa, une petite question pour vous, ou plutôt un commentaire sur cette candidature algérienne validée. D'abord, il faut voir la genèse de cette candidature. C'est une candidature qui tire son essence de conviction intime, notamment intrinsèque de l'Algérie, de sa diplomatie, de l'engagement, de la détermination, comme je disais tout à l'heure, à avoir cette diplomatie vertueuse qui porte
toute sa disponibilité, notamment aux pays amis, y compris aujourd'hui le continent africain, pour qu'elle puisse justement être vecteur justement d'action, mais surtout aussi un cap, pour donner un cap. Et je pense que l'Afrique, aujourd'hui, c'est une victoire, effectivement, de la diplomatie algérienne, qui est un jalon important, mais c'est aussi la victoire de l'Afrique, j'ai envie de vous dire, puisque justement, cette vice-présidence va apporter un éclairage, va apporter une feuille de route pragmatique, comme l'Algérie a su le faire, en étant cette force de proposition, notamment en matière de résolution des conflits. On pourra en parler tout à l'heure sur les enjeux, notamment géopolitiques, géosécuritaires, dans lesquels l'Algérie, avec son expertise, pourra apporter dans l'exécutif, notamment, puisqu'on parle de l'exécutif, son pierre à l'édifice, cette valeur ajoutée tant attendue. Donc oui, et puis qui plus est, portée par une dame, qui est une dame africaine, effectivement, qui connaît bien ses dossiers, et qui a en plus toute la confiance, notamment de ses confrères, et l'hémicycle de l'Union africaine y compris. L'Afrique est l'avenir. Le monde entier le sait. Voilà la phrase culte de ce colloque de l'Union africaine, de ce sommet de l'Union africaine. Et cette phrase a été prononcée par le président de la République, Si Abdelmajid Tebboune. L'avenir, c'est l'Afrique. Et tous les regards sont portés vers l'Afrique parce que tout est en Afrique. Moi, je vais vous citer quelques-unes des richesses de l'Afrique. Or, diamant, gaz naturel, charbon, pétrole, fer, uranium, bauxite, cobalt. Vous imaginez tout ça sur un même, etc. Tout ça sur un même continent. Très bien. Tout est en Afrique. Voilà pourquoi l'Afrique a pris maintenant son envol sous le diktat de aucune puissance occidentale étrangère. Et on continuera d'en parler dans quelques instants. Vous regardez Hebdo Show, merci à vous de nous rejoindre pour cette deuxième partie d'émission. Kherdine Batache, journaliste à Al24 News, spécialiste de l'économie, nous a rejoint autour de la table. Bonsoir Kherdine. Bonsoir Douhad. Merci donc d'être avec nous. Vous revenez justement d'Addis Abeba où vous étiez vous aussi notre envoyé spécial. Vous avez accompagné donc le président de la République Kherdine. Alors qu'est-ce que vous retenez vous de ce 38e sommet de l'Union africaine? Eh bien Douhad, une participation qu'on peut dire historique de l'Algérie à ce 38e sommet de l'Union africaine, une présence remarquée. On peut dire que le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, a été la personnalité du moment durant ce sommet, vu les valeurs qu'il incarne, celle de l'Algérie africaine, dans toute sa profondeur africaine. Elle vient de le démontrer aujourd'hui que l'Algérie veut du bien à cette Afrique, elle veut une nouvelle approche en matière de géopolitique, d'économie, de développement durable. L'élection de Malika Haddadi va, je l'imagine, paver la voie à une nouvelle dynamique au sein de la Commission africaine. On le sait d'ailleurs, le président sortant de cette Commission africaine, Moussa Faki, lors de son discours prononcé hier, justement au cours de la 34e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement du MAEP, a parlé d'un vent qui souffle sur l'Afrique, un vent de renouveau qui souffle sur l'Afrique. Ce vent est incarné aujourd'hui par cette approche algérienne. Le président algérien Abdelmajid Tebboune l'a dit également, l'a répété à chaque fois. Seul le droit international est aujourd'hui la boussole de l'Algérie en ce qui concerne sa diplomatie. Bien entendu, un droit international qui s'articule sur les valeurs qu'on connaît, celles de l'Algérie. Inutile de les rappeler. Aujourd'hui, l'Algérie veut que l'Afrique aille de l'avant avec ses enfants africains, avec un programme africain de développement, un programme que l'Algérie contribue déjà à mettre en œuvre à travers un certain nombre de projets. Bien entendu, en ligne de mire, il y a cette intégration économique à atteindre, mais vous le savez bien, l'Afrique, c'est un continent immense. Il faudra, bien entendu, une vision régionale propre à chaque région et de l'Afrique. Et bien entendu, c'est aux Africains de la mettre en œuvre, cette nouvelle vision africaine en matière d'intégration. Kherdine, hier, donc vendredi, le président Abdelmajid Tebboune a présidé le 34e sommet du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Il a annoncé donc cette contribution volontaire d'1 million de dollars pour soutenir le MAEP. Kherdine, est-ce que c'est encore aujourd'hui une illustration de plus du volontarisme d'Alger dans le soutien au développement africain? Exactement, Nouhad, l'Algérie veut à chaque fois donner
l'exemple en matière de contribution, qu'il s'agisse de finances ou même d'actions volontaristes en ce qui concerne cet élan africain rappelé à chaque fois par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Justement, les membres, les experts du MAEP ont été disons, pas surpris, mais ont pris avec justement beaucoup de satisfaction cette annonce, car le MAEP, tout simplement, souffre aujourd'hui d'un problème de financement. Beaucoup de pays, le président l'a précisé, sont en retard par rapport au paiement de leur participation à ce mécanisme qui est très important. C'est un mécanisme d'évaluation par les pairs, ça veut dire les pays africains qui évaluent les pays africains. On a besoin de finances, l'Algérie monte le chemin. Elle contribue à hauteur d'1 million de dollars à ce que ce mécanisme puisse fonctionner et atteindre les objectifs pour lesquels il a été créé. C'est des objectifs qui s'inscrivent dans le cadre, bien entendu, de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Autre point à retenir également, Kherdine, c'est la création d'un mécanisme de notation de crédit africain, nouveau jalon pour le développement, encore une fois, de l'économie africaine. Ça a été l'événement peut-être de ce 38e sommet de l'Union africaine, un événement qui s'est déroulé en marge avec la participation, encore une fois, du président algérien Abdelmadjid Tebboune, une participation appréciée, remarquée. Il a tenu un petit discours, une allocution, pardon. Il s'est dit fier que l'Afrique puisse disposer d'un tel mécanisme. Tout le monde autour de cette table, j'imagine, le sait. Les agences de notation internationale détiennent une espèce de monopole sur la notation du crédit par rapport aux pays africains. On peut citer Fitch, Moody's, Faisal. Et donc, l'Afrique doit aujourd'hui pouvoir également s'auto-évaluer en matière de crédit, en matière de capacité à aller emprunter sur les marchés internationaux. Le président Kenyan a tenu également un discours, monsieur William Ruto, et a dit tout simplement qu'il fallait redonner confiance aux pays africains à travers cette agence de notation, et que le Kenya ainsi que d'autres pays, peut-être qu'il faut le préciser entre guillemets, le Kenya est l'un des pays africains peut-être les plus endettés en ce moment, et donc il veut que cette injustice en matière de notation cesse. Et il dit tout simplement que c'est aux Africains d'aller de l'avant, de disposer d'un tel mécanisme. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a précisé également que les prochaines évaluations, notations, classifications doivent être faites de manière empirique, rationnelle, pour permettre bien entendu à ces pays africains de disposer d'eux-mêmes et avoir toute la mesure de leur capacité économique pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Badis Khnissa, pardon, Faisal Matawi. Badis Khnissa, une question pour vous. Est-ce qu'il est important aujourd'hui que l'Afrique s'auto-évalue, comme l'a dit Kherdine il y a quelques instants, en matière de crédit? Absolument. Qui plus est, comme il a à juste titre précisé, notamment avec ce monopole, mais plus que ce monopole, ce cannibalisme notamment de certains organes occidentaux notamment, pour mieux asservir l'Afrique. Et moi j'aimerais juste poser le décor sur quelques éléments chiffrés pour peut-être donner du sens et de la profondeur à cette révolution que j'ai qualifiée de la gouvernance macroéconomique notamment de l'Afrique et l'émergence de cette agence notamment. L'Afrique, c'est 1,5 milliard 500 millions d'habitants, donc c'est la plus forte croissance démographique dans le monde. C'est aussi 1 000 milliards de dettes au dernier chiffre, donc selon les rapports, mais surtout c'est 163 milliards notamment d'intérêts des dettes payés par supportés, absolument, supportés par des pays. Donc plus de 900 millions d'habitants, notamment de certains pays, qui dépensent davantage dans les intérêts, la charge de cette dette, que dans la santé et l'éducation. C'est pour vous dire qu'effectivement, il y a besoin, et le président, je pense qu'il l'a rappelé à maintes reprises, et surtout dans son discours, il faut la réhabilitation, il faut réformer. Il faut que le temps institutionnel de l'Union africaine soit indexé au temps du peuple africain. Quoi de mieux qu'effectivement alléger, mais surtout donner des outils innovants. Et ça en fait partie. Cette agence de notation, c'est une agence aussi qui permettra d'avoir une confiance des marchés, d'avoir une évaluation locale notamment, mais surtout objective et pragmatique, pour qu'elle permette effectivement d'avoir des investissements, mais surtout aussi se prémunir. Quand j'évoquais ces 163 milliards d'intérêts des dettes à supporter, ce sont des pertes notamment qui ne seront pas investies dans des projets
projets structurants, des projets d'infrastructure, dans l'éducation, dans la santé notamment, pour en citer que ces secteurs très stratégiques. Donc il est fondamental aujourd'hui, il est même vital pour l'Afrique de se doter de ce type d'agence. Mais encore une fois, je parle sous le contrôle de Kherdin, c'est qu'il est fondamental d'avoir cette crédibilité, le président l'a rappelé, que cette crédibilité, cette légitimité doit être portée par tous les États africains avec un engagement franc, sincère, avec une volonté politique pour pouvoir mener à bien cette agence et qu'elle fasse effectivement, elle atteigne les objectifs notamment en demandés. matière de transparence et de crédibilité au niveau des données qui seront communiquées à cette future agence pour que son travail puisse être crédible au maximum. L'Algérie n'a jamais été, l'Algérie n'a jamais été autant respectée, n'a jamais été autant crainte que depuis qu'on a réobtenu notre indépendance économique. Pour avoir une indépendance et une souveraineté totale sur nos frontières, tu as l'obligation d'être souverain économiquement. Et ce mécanisme qui permet qu'entre Africains, on puisse s'aider, on puisse se prêter de l'argent, on puisse avoir une notation mondiale, mais une notation qui est continentale avant tout, permet de ne pas être sous le diktat de puissances occidentales qui nous prêtent de l'argent en nous laissant une sorte d'épée Damoclès au-dessus de la tête des pays africains. Et c'est très important. Quand tu es indépendant économiquement, automatiquement, tu as ta souveraineté, tu es indépendant géographiquement. C'est ça qu'il faut savoir. On n'a pas besoin des milices, on n'a pas besoin des grands groupes étrangers pour venir piller les terres de l'Afrique. Nous avons des secteurs d'activité africains qui sont très développés, nous avons des entreprises africaines qui sont très développées, en l'occurrence le Nigeria, la compagnie pétrolière nigérienne, la compagnie Sonatrach en Algérie et bien d'autres. Donc on n'a pas besoin d'avoir, et je vous le dis entre guillemets, le colon blanc pour venir nous dire comment profiter, comment exploiter nos richesses africaines. On peut le faire entre nous. Et c'est ça qui est important. Justement, Mahdi, vous avez raison, parce que les trois agences, Kherdin en a parlé, les trois agences qui sont S&P Ratings, Fitch et Moody's, c'est des agences occidentales. Toutes les trois américaines qui se permettent de distribuer des notes. Plus les notes sont mauvaises, plus les pays ont des difficultés à avoir des crédits et aussi des investissements. Et d'ailleurs, c'est Kherdin Kleiber-Gatete, qui est le secrétaire général adjoint de l'ONU et qui est donc le directeur exécutif de la CA, Commission économique pour l'Afrique. C'est lui-même qui a critiqué ces agences en disant que ces trois agences continuent de desservir les pays africains en leur attribuant constamment des cotes faibles. Et même le PNUD, le programme des Nations Unies, a critiqué les mécanismes utilisés par ces agences parce qu'ils utilisent des algorithmes qui sont appliqués à tous les pays de la même manière sans prendre en compte les réalités économiques et socio-économiques des pays. Par exemple, ils prennent des algorithmes pour la Nouvelle-Zélande ou l'Australie et ils les appliquent à la Zambie ou au Kenya, etc. Et donc, effectivement, c'est un instrument, comme l'a dit Badis, très important pour l'indépendance, pour la souveraineté de l'Afrique, parce que cette idée a été portée d'ailleurs par le MAP. C'est le MAP qui a fait un rapport sur ça et qui a suggéré que cette idée est très importante d'avoir une agence de notation. Évidemment, vous allez voir, il y a des experts ici, vous allez voir qu'en Occident, qu'en Europe, aux États-Unis, on va commencer à attaquer cette agence en attaquant sa crédibilité, son efficacité, d'où l'annonce du président Abdelmadjid Tebboune qui a insisté sur la crédibilité parce qu'elle est importante. Et le président aussi, il a critiqué les critères d'évaluation qui sont illogiques et ne sont pas du tout scientifiques. Et il fait allusion à ces agences. Donc cet instrument, à mon avis, comme l'a dit Badis, va renforcer l'indépendance et la souveraineté de l'Afrique qui aspire à s'auto-évaluer. Elle n'a pas besoin, comme l'a dit Mahdi, d'un colon blanc qui vient nous évaluer pour nous dire vous êtes mauvais, vous êtes bon. Faisal, on peut préciser, Mahdi, si tu permets, que justement le président algérien, en parlant de cette crédibilité, coupe l'herbe peut-être des oiseaux de mauvaise augure qui vont dire que peut-être l'Union africaine ou l'Afrique n'est pas prête à institutionnaliser un tel mécanisme. Mais je tiens également à préciser, et nous en avons parlé avec de nombreux experts qui étaient présents lors de cette réunion, la création de cette agence n'est pas une fin en soi. Bien sûr. L'objectif, et cela démontre justement cette vision afro-africaine au sein même des institutions de l'Union africaine, l'objectif, c'est la restructuration à terme de la dette africaine, voire l'annulation de la dette africaine. Et c'est une démarche qui a été défendue par l'Algérie aux Nations Unies, rappelez-vous, Faisal. Oui, absolument. La préservation de la souveraineté d'un pays, peu importe le pays, peu importe où est-ce qu'il se situe géographiquement dans le monde, se repose sur deux choses. La première des choses, c'est une armée forte. La deuxième des choses, c'est une économie développée.
Voilà les deux bases essentielles pour la préservation d'une souveraineté. L'Afrique, par rapport à tous ses pays membres, a les capacités militaires pour défendre ses frontières et peut développer, par rapport au plan qui est mis en place par justement ce sommet de l'Union africaine, une économie développée. Mais avant de voir loin, regardons déjà entre nous, entre Africains, et sous l'égide du président de la République, c'est justement le discours qui est mis en avant. C'est on va s'aider entre nous, on va se développer entre nous, on n'a pas besoin d'avoir des gens de l'extérieur nous dire comment faire et nous donner des bons points. Et ces agences de notation, c'est comme si on était des élèves et qu'on avait des professeurs qui nous donnaient des bons points de notation économique. Il y a des choses qui ne sont pas expliquées parce qu'il faut quand même rendre accessible au grand public. Et ça, tu connais très bien la question. Une agence de notation est là pour noter les gens. Pourquoi? Les États. Pour leur dire, voilà, si l'État a une bonne note, un plus ou je ne sais, il a un crédit très, très faible. C'est pas cher. C'est un crédit à taux bas. Plus on est dégradé dans la notation, plus le taux va élever. Donc, c'est-à-dire que les pays les plus faibles. Par rapport au risque que tu donc, voilà, C'est pour ça que j'avais évoqué cette histoire de dette et des intérêts. Justement, ce qui va être amusant, c'est là où il y a peut-être un contre-pied génial. Donc, les agences américaines notent qui elles veulent et c'est elles qui donnent les financements. Donc, le problème, c'est qu'on est sous dépendance occidentale et en plus, on est noté par eux. Alors que s'il y a une agence effectivement africaine, d'abord, ils peuvent noter d'abord les pays africains, ce qui est pas mal, et pourquoi pas noter les occidentaux. Oui. Pourquoi pas. Et surtout, l'autre aspect, c'est que cette agence, si elle est bien gérée, si effectivement c'est vérifié en termes empiriques, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça donnerait quoi? Ça donne le sentiment qu'on est crédible, c'est important la crédibilité, que les notes ont une valeur et que ceux qui peuvent financer ne sont plus les occidentaux, c'est aujourd'hui, puisque la dette, par exemple, africaine, c'est 1 000 milliards, la dette française, c'est 3 200. Ça vous donne un peu la proportion. Eh bien, on serait financé par d'autres, comme les BRICS ou je ne sais, d'autres grandes puissances qui sont en train d'émerger et qui pourraient, faisant confiance à cette agence, alimenter, en termes d'investissement productif cette fois-ci, non pas d'investissement pour payer des dettes, investissement productif, les pays africains. Et là, on change de paradigme. On ne dépend pas de l'Occident, on s'affranchit de ses codes de communication. Exactement. Et on parle à peut-être d'autres États qui nous considèrent un peu mieux et moins de façon condescendante. J'aime beaucoup le mot affranchir. J'aime beaucoup le mot affranchir. C'est vraiment le cas de le dire. Badis Nissa, est-ce que vous pensez que l'action africaine commune est un axe stratégique pour l'Afrique, mais aussi pour tout le continent? C'est un levier considérable, d'ailleurs, que l'Algérie a défendu depuis quelques années déjà. Je dirais l'action commune, notamment, pour faire converger tous les intérêts, ce que j'ai qualifié d'agenda africain. Un seul agenda africain, un seul agenda géopolitique, un seul agenda géostratégique, justement, pour défendre les intérêts géostratégiques communs de l'Afrique. Donc il est fondamental, mais pour cela, on a besoin, et c'est ce que disait tout à l'heure Mehdi, à juste titre, c'est qu'il faut préserver cette unité, il faut préserver cette souveraineté, notamment de l'action politique, et surtout aussi, il faut je dirais, protéger ces États pour qu'ils fassent un seul État, notamment qui est l'Afrique, pour défendre, puisqu'in fine, qui est le principal concerné, c'est les peuples africains aujourd'hui. C'est ça dont on parle. Et donc, c'est pour ça, ce levier est très important, et l'Algérie l'a défendu à maintes reprises. Et je reviens sur cette notion d'affranchissement, effectivement, pour sortir de cet asservissement parfois volontaire, involontaire, parfois aussi à travers des leviers comme la dette. Et d'ailleurs, je reviens sur cette agence, l'agence notamment, qui pour moi est une révolution. Il est important aujourd'hui de le dire, c'est qu'on peut le corréler aussi avec, en filigrane avec le G20. N'oublions pas que l'Union africaine a été membre en septembre 2023 du G20. Donc ça peut être aussi un levier prépondérant, stratégique, pour permettre effectivement, encore une fois, de rétablir la confiance des marchés, mais surtout aussi que finalement elle pèse dans l'équation géopolitique et géoéconomique, y compris au G20 ou au BRICS. Donc elle devient un peu ce continent qu'on doit charmer, qu'on doit en fait avoir cette politique d'attractivité, puisque tout à l'heure ça a été dit, l'Afrique reste fondamentalement la source de toutes les richesses du monde. Alors vous le disiez à l'instant, il faut charmer ce continent africain, et pour le charmer, il faut un redéploiement donc de notre diplomatie au sein de ce continent africain. Il y a eu plusieurs visites de notre chef de la diplomatie algérienne sur le continent. Il y a eu également les visites de la secrétaire d'État aux affaires africaines. Des choses, Kherdine, je me tourne vers vous, des choses qu'il faut vraiment retenir et sur lesquelles il faut insister finalement. Bien, l'Algérie vient de franchir une étape pour atteindre ce but avec l'élection de Mme Selma Haddadi à la vice-présidente de la Commission africaine. Elle va peser de tout son poids justement pour tenter de faire parvenir aux pays africains, notamment membres de l'Union africaine et des institutions
différentes institutions de l'Union africaine, feuille de route peut-être algérienne en matière de développement en Afrique, une feuille de route défendue actuellement, nous le rappelons toujours, au Conseil de sécurité des Nations Unies, lutte contre le terrorisme, crise régionale et même la fin du colonialisme et de l'occupation sur ce continent africain avec bien entendu la question sahraoui que j'imagine va être portée par Salma Haddadi au sein de la Commission africaine. L'Algérie peut-être est aujourd'hui le pays qui pourrait représenter le mieux les intérêts des pays africains grâce à sa vision justement volontariste en matière de développement. C'est la seule peut-être feuille de route réaliste par rapport à tout ce qu'on a entendu ou vu durant les dernières années. Elle est axée sur des investissements productifs dans des pays qu'il faut désenclaver aujourd'hui, des régions qu'il faut désenclaver. Le président Abdelmadjid Tebboune l'a précisé à maintes reprises. Le meilleur remède contre le terrorisme dans ces régions, c'est le développement économique, permettre à ces pays justement de s'affranchir des ingérences étrangères, notamment en matière d'économie, de défense, de politique étrangère, leur donner les capacités peut-être justement d'établir leur propre feuille de route pour l'avenir, toujours dans le cadre de cet agenda 2063. Pour effacer, pardon, Faisal, je me tourne vers vous justement, pour effacer justement ce terrorisme, pour éliminer le fléau du terrorisme, l'Algérie efface justement les dettes de certains pays africains. Absolument, et l'Algérie a créé une agence de développement dotée d'1 milliard de dollars pour justement développer les zones sahéliennes avec, bien sûr, en respectant la souveraineté des États, dans un cadre africain. C'est un peu ça, Khaled, le Sud global, parce que le Sud global qui fait peur aux Occidentaux, à chaque fois on l'entend, notamment dans l'extrême droite, qui a à chaque fois fait sortir cette idée, c'est que le Sud global, c'est un peu ça. C'est d'abord le grand continent africain, comme l'a développé Mahdi et Badis. Effectivement, c'est le continent de l'avenir, tout le monde le dit, les experts le disent, dans les documentaires, dans le cinéma, tout le monde dit que l'avenir est en Afrique. Et donc ce travail, effectivement, comme le fait la diplomatie algérienne, est importante, parce que la Commission africaine, à un moment donné, on avait des doutes un peu sur son fonctionnement. Il y a eu beaucoup de projets qui n'ont pas abouti. Et on a même tenté de faire entrer l'antitétionniste au sein de l'Union africaine. Et c'est grâce au combat de la diplomatie algérienne, notamment, que l'antitétionniste a été chassé et qui n'est pas entré. Donc là, l'Algérie vient avec une feuille de route, et Mme Haddadi a une feuille de route bien précise pour redonner toute son efficacité à la Commission africaine, qui va chercher des solutions africaines aux problèmes africains. Des problèmes, l'avait évoqué Nouhad, du terrorisme, parce que le terrorisme est utilisé par les Occidentaux, parce qu'il faut le dire clairement, pour justement saboter des pays, pour essayer de créer des troubles dans les pays. À chaque fois, il y a des groupes qui voyagent avec toute une facilité entre le Cameroun, le Nigeria, le Sahel, etc. Ça ne s'arrête jamais. Et parfois, c'est motivé pour qu'il y ait une présence militaire. Et donc maintenant, il y a une belle présence, une bonne prise de conscience politique des Africains, des jeunes Africains, parce qu'il faut écouter aussi les jeunes Africains, les panafricanistes qui développent des solutions africaines. Et je pense que le rôle de Mme Haddadi au sein de la Commission, bien sûr, dans un cadre africain, sera justement de renforcer ce sentiment et cette volonté, comme l'a souligné Gamel, de l'Afrique de s'affranchir définitivement des ingérences occidentales. Faisal Khalidine a dit quelque chose de très important et de très juste, c'est que le terrorisme se nourrit de quoi? Le terrorisme, il se nourrit de la misère, de la pauvreté, de la souffrance, de la précarité. Quand tu mets, et on va parler carte sur table, quand tu mets du pognon pour éradiquer la pauvreté, pour éradiquer justement la misère sociale, automatiquement, tu éradiques le terrorisme. Cela va de soi. Oui. Donc, je pense... Tu le prives de ses arguments. Exactement. Donc, ce que l'a dit Khalid est très important. C'est qu'on prend le problème à bras-le-corps. Ça veut dire qu'on va à la source du problème et on combat le problème pour pas qu'il y ait des nouvelles générations de terrorisme. C'est préventif, quoi. Exactement, c'est préventif. Parce que la génération actuelle du terrorisme, nous la combattons tous les jours. Notre armée nationale populaire la combat. Et justement, c'est un gros combat quotidien. Et ça fait des années qu'on combat ça à nos frontières. Mais si tu veux prévoir, parce que agir, gagner, c'est toujours prévoir et avoir un coup d'avance, mais tu assèches cette pauvreté, tu assèches cette... on va dire de quoi avoir une raison de vivre. D'avoir la cause, justement, de nourrir la prochaine vague de terroristes. Et c'est ça, pour moi, la solution. Il n'y a pas deux solutions. C'est l'unique solution que nous devons avoir entre Africains. Il y a un truc Gamal important. Abina, une question pour vous, avant que vous alliez sur votre idée. Justement, est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'Algérie est un modèle historique d'engagement panafricain ?
c'est difficile de dire le contraire, parce qu'en 70 déjà avec Boumedienne, on se souvient, le mec des révolutionnaires, mais pas seulement. Un discours panafricain extraordinaire qui disait, déjà il a anticipé ça il y a 50 ans, voire un peu le visionnaire. Il a dit, méfiez-vous les Africains, on a peut-être été libérés de la colonisation, mais le néocolonialisme économique est en train de s'installer. Il l'a dit dès le début, en 75 je crois, et il a dit pour prévenir cela, et c'est en ça que l'Algérie renoue avec ses grandes années 70, il faut effectivement développer d'autres outils de production, devenir indépendant, industrie industrialisante, et créer des produits qu'on vendait d'ailleurs à l'époque aux Africains. On vendait beaucoup de produits algériens aux Africains. On en a d'ailleurs trouvé quelques-uns en Éthiopie, entre parenthèses. C'est extraordinaire. Mais c'est impressionnant parce que c'est l'histoire qui parle. L'autre aspect que je voulais aborder qui est essentiel, c'est vrai que l'Algérie ne peut pas être mise de côté. D'ailleurs, les Africains regardent beaucoup l'Algérie avec beaucoup d'espoir parce qu'on nourrit, on suscite des espoirs pour des raisons historiques, à la Révolution et puis au-delà. Mais surtout, une chose importante et qui est quand même horrible, on est au XXIe siècle. Le Soudan, aujourd'hui, renoue avec la famine. Vous vous rendez compte ? C'est le dernier lieu au monde où il y a de la famine, c'est au Soudan, alimenté par quoi ? La guerre civile, les combats fratricides. Quand on tue des paysans, ils ne travaillent pas les terres. Quand les paysans fuient les terres, les terres sont déjà chères. Et ça, c'est un des éléments qui a été dit par Mehdi à l'instant. Pour assécher l'alimentation des mouvements de guérilla séparatistes ou terroristes, il faut leur donner de quoi avoir envie de vivre. Il faut leur donner quelque chose qu'ils ne veulent pas perdre. Et là, aujourd'hui, ces gens n'ont rien à perdre, donc ils vont au combat. Et c'est cette logique de dire le sécuritaire est obligatoire, il faut sécuriser le territoire, et alimenter l'économie pour garantir la paix, c'est le seul moyen d'y arriver, et l'Algérie en parle très bien d'ailleurs. Badis Kniz, est-ce que vous pensez que l'Algérie aujourd'hui peut représenter peut-être l'un des deux pays qui va représenter l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies ? D'ailleurs, c'est un travail de fond qui doit être mené. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Algérie demande qu'il y ait cette action commune, qu'il y ait cette diplomatie aussi commune pour pouvoir y arriver. Donc, c'est pas gagné. Cependant, oui, effectivement, que l'Algérie soit le représentant de ce siège, amplement. Je veux dire, je m'inscris un peu sur ce qui a été dit, c'est que l'Algérie aujourd'hui, elle s'inscrit dans une diplomatie collaborative, elle s'inscrit aussi, et ça a été expliqué tout à l'heure en matière de comment endiguer la problématique d'une manière pérenne, à savoir ce fléau qui est le terrorisme et comment couper son terreau. Quoi de mieux que non seulement le développement, mais j'irai plus loin, la justice aussi face au développement. Il faut qu'il y ait une équité, notamment en Afrique. Et quoi de mieux que justement, effectivement, avoir cette caisse de résonance qui est l'Union africaine pour traduire les attentes et les aspirations des peuples respectifs. Bien sûr, la stabilité est un facteur fondamental. Le Soudan a été évoqué, effectivement. Moi, j'irai plus loin. Le Soudan, c'est aussi en chiffres, c'est 12 millions de déplacés, notamment. 48 millions d'habitants qui souffrent de la famine, puisque maintenant, les aides n'arrivent plus à être acheminées. Donc, plusieurs zones de conflit notamment, on peut parler du Sahel, on parlait tout à l'heure effectivement du terrorisme, l'épicentre du terrorisme mondial s'est déplacé au Sahel. Aujourd'hui on parle d'armées terroristes et non plus de groupes terroristes qui ont des moyens notamment d'une armée régulière. Donc le défi est grand et c'est pourquoi l'Algérie pourra jouer effectivement, pour répondre à votre question, ce rôle notamment tentateur, puisqu'elle aussi elle mesure les responsabilités, elle a du pragmatisme, elle a un engagement dévoué, désintéressé qui plus est, puisqu'elle obéit à une diplomatie vertueuse contrairement à certains. Tout à l'heure on a évoqué effectivement le Makhzen qui dans sa diplomatie d'enveloppe aujourd'hui a démontré ses limites, notamment puisque l'Afrique a besoin de locomotives, l'Afrique a besoin, et d'ailleurs vous l'avez remarqué pour ce sommet, Kherdine, que c'est un sommet d'élection par excellence, dans lequel on a d'ailleurs pour la première fois vu la présidence tenue par maintenant le président de l'Angola, Afrique de l'Ouest, donc un trait d'union entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Donc il y a fondamentalement ce travail de fond qui doit être mené notamment pour unifier l'Afrique. Unifier l'Afrique aussi face aux défis internes, les menaces internes. Et tout à l'heure, Faisal, tu as évoqué effectivement le Makhzen, notamment par rapport à cette tentative d'hold-up de l'Union africaine, notamment. J'irai plus loin, le Makhzen qui est le proxy de l'entité sioniste aujourd'hui au sein de l'Union africaine et qui œuvre dans ce sens pour justement... D'ailleurs, qui avait fait la campagne à l'époque pour cette adhésion. C'est le Maroc. Donc, il y a ces menaces notamment internes, ces menaces externes, effectivement, on l'a dit par rapport à... Moussa Faki aussi, il ne faut pas l'oublier. Parce que Moussa Faki est aussi l'ancien commissaire. Tout à fait. Largement responsable. Tout à fait. Non, mais après, voilà, je veux dire, d'ailleurs, le président angolais l'a dit dans son discours, effectivement, il va devoir concilier, il va devoir réconcilier parfois même les frères peut-être divisés par une politique justement volontaire, notamment de l'Occident. Mais toujours est-il, encore une fois, la représentativité de l'Union africaine au sein de l'ONU doit impérativement être une des priorités, notamment que l'Algérie pourra porter. Je peux vous affirmer en tout cas, Badis Renissa, que sous la coupole de l'Union africaine, beaucoup de pays
commence à voir le vrai visage du Maroc, des pays peut-être qui ont par le passé été dupés par les masques à chaque fois portés par le Merzen, mais sa politique pro-expansionniste, notamment en alliance avec les puissances occidentales et l'entité sioniste, commence à connaître ses limites. Sans oublier, Kherdin, la diplomatie de la corruption du Marseille. Les enveloppes. Voilà, enveloppes, c'est ça. exactement. Mesdames et messieurs, on revient dans quelques instants. Merci à vous de nous rejoindre, mesdames et messieurs, pour cette troisième partie d'Hebdo Show. Le débat donc autour du 38e sommet de l'Union africaine a pris fin et Kherdin Batache va rester avec nous encore quelques petits instants. Le temps d'aborder donc le second sujet. Il y a 65 ans, le 13 février 1960, la France procédait à sa première explosion nucléaire nommée Gerboise Bleue, une explosion 6 fois plus puissante que celle d'Hiroshima. C'était dans la région de Regan, dans le Sahara algérien, une explosion nucléaire qui a provoqué une catastrophe humaine et environnementale aux conséquences durables. Durant 6 années, la France a réalisé de nombreux essais d'explosions nucléaires dans le Sahara algérien, notamment à Regan et à Hineker, laissant les séquelles profondes sur la population, mais aussi sur l'environnement. Je vous propose justement d'écouter à ce propos le professeur Sanhaji. C'était lors d'une journée d'études organisée au CIC. Les dégâts sanitaires qui ont été engendrés par ces explosions nucléaires, en plus d'une origine qui va être à l'origine de problèmes tels que des cancers graves, parce qu'il y a l'énergie qui est déployée par ces explosions sont tellement fortes qu'elles provoquent ce qu'on appelle des mutations somatiques et ça va se traduire par des cancers. Un cancer de la peau, du foie, du sang, etc. Ça dépend au moment de l'explosion quel était l'organe qui a été le plus sensible. Et deuxièmement, les 65 ans, en fait, moi je les rattache encore. 65 ans, c'est un peu dans le temps. Vous avez pris une échelle de temps qui est un peu statique, mais c'est que ces mutations dont j'ai parlé qui génèrent des cancers vont générer aussi des monstruosités chez les enfants qui naissent parce que les mutations, on les voit dans un cancer, etc., mais on ne les voit pas, ça touche aussi ce qu'on appelle les cellules germinales. Les cellules germinales sont les ovaires chez les femmes, les spermatozoïdes chez les hommes. Donc quand ils subissent des dégâts causés par... Voilà, donc quand vous avez une conception d'un bébé, il va naître avec des monstruosités, des enfants qui vont naître sous forme de vraiment dégradées, monstrueuses. Donc, et là ces gènes mutés sont hérités. Ils vont se transmettre aussi de génération en génération. Et là, ça pose un gros problème. Et cette irradiation aussi, 65 ans plus tard, existe encore parce que les produits fissiles, les produits de la radioactivité ne disparaissent pas comme ça. Et ça, pour la plupart, dure des centaines et des milliers d'années. Donc le seul moyen d'arrêter encore la poursuite de ces irradiations, c'est que le pays responsable, c'est-à-dire la France, puisse venir et décontaminer d'urgence les sites exacts dans lesquels ont été opérées ces explosions. Voilà, c'était donc le professeur Sanhaji. Il était donc présent au CIC. Il répondait aux questions de Safwan Ben Sabri. C'était lors d'une journée d'études organisée donc par l'Assemblée populaire nationale sous le thème « Les explosions nucléaires en Algérie, un crime contre l'humanité, un crime environnemental ». Baptiste Renissa, pourquoi est-ce que la France, selon vous, a choisi le Sahara algérien pour ses essais nucléaires ? Les explosions nucléaires, effectivement. En fait, il faut revenir un peu à la genèse. C'est qu'à l'époque, la France se devait de créer un arsenal nucléaire
se devait aussi d'être rentrée dans le club de la dissuasion, notamment nucléaire. Sauf qu'elle l'a créée, elle l'a construite sur des cadavres et des victimes et des martyrs notamment, et à ce jour sur un écocide sans nom. D'accord ? Donc ça, il faut le rappeler. Maintenant, effectivement, dans cette lancée notamment vers le nucléaire, c'est aussi, il y a eu des considérations parfois même, je dirais, qui faisaient partie du projet colonial finalement, où on considérait qu'effectivement la population était d'un nombre négligeable pour notamment mener ces explosions, des explosions atmosphériques, des explosions sous terre, avec des explosions qui ont causé à ce jour d'ailleurs, et c'est ce que je qualifie cela comme un poison de guerre. Un poison de guerre parce qu'à ce jour, nous sommes en train de subir les conséquences, puisque vous savez qu'il y a cette irradiation notamment qui peut durer des centaines, voire des milliers d'années, mais surtout aussi ces répercussions notamment sur la santé, on pourra en parler davantage. Et la France, donc, elle a trouvé, partons sur le principe aussi, c'est un élément très important par rapport à votre question, c'est que De Gaulle, à l'époque, il considérait qu'il allait dissocier et diviser l'Algérie en deux parties. Donc le Sahara devait être français. Donc pour plusieurs raisons. D'abord pour le nucléaire, mais aussi certainement pour les gisements et les hydrocarbures. Donc, mais aujourd'hui, on en voit un peu les conséquences et les répercussions, qui sont encore une fois pour moi un drame humain, un écocide, mais surtout aussi une guerre, notamment lente, à la violence lente, puisqu'aujourd'hui, on en subit les conséquences, d'ailleurs y compris un côté français, puisque pour revenir sur la loi Morin de 2010 et ses conséquences. La loi Morin, Badi, si vous permettez, Nouad, n'a jamais indemnisé les Algériens. C'est une loi qui a exclu totalement les Algériens. Mais pourquoi justement est-ce qu'elle exclut les Algériens ? Parce qu'on a fait des conditions insurmontables. Il faut d'abord prouver que vous étiez sur les lieux. Il faut ensuite prouver que les maladies radio-induites, ils sont au nombre de 23 selon la liste française, sont liées aux explosions nucléaires françaises. Il y a beaucoup de conditions que les Algériens ne pouvaient pas remplir. Par exemple, sur les sites, Badis, allez-y. Non, juste pour aller dans ton sens, l'une des conditions vraiment qui a exclu les Algériens, c'est que quand ils ont qualifié le Sahara, les zones notamment de contamination, ils ont exclu les villages. Donc de facto, en fait, tous les habitants ne sont pas considérés dans cette loi. En fait, ils ont menti, parce qu'ils habitent dans le rapport qui a été mis, d'ailleurs, il y a même des vidéos de propagande de l'armée française, l'armée coloniale française, ont montré des Français à Le Guen qui étaient très heureux, qui disent qu'il n'y avait pas d'effets secondaires. Et on a même monté en disant qu'il n'y avait pas du tout de population, alors qu'il y avait des villages, effectivement, à Le Guen. Il faut noter que la France a fait exploser 17 bombes. La première, la Gerboise bleue, c'était 70 kilotonnes. 5 fois Hiroshima. Si la bombe d'Hiroshima, quand elle s'est rapprochée de la Terre, a tué 25 000 à 30 000 personnes, qu'on décide de la population. Parce qu'il y a des conséquences, comme l'a expliqué le professeur Kamel Senadji, sur les maladies. Il y a beaucoup de maladies, des malformations congénitales à ce jour, parce que ça reste, selon les experts, sur 22 générations. Ça veut dire 22 générations vont toujours souffrir. Le deuxième problème, Nouhed, c'est que en 2008, le président Sarkozy, encore lui, il a fait une loi pour interdire le lever du secret défense sur les archives et les documents des explosions nucléaires. Parce que le secret défense en France est levé après 60 ans. Il se trouve que ça fait 65 ans. On n'a pas le droit de toucher à ces archives. Et l'Algérie réclame, depuis l'indépendance, ces archives, réclame les documents, réclament aussi les lieux où les déchets, ce poison de guerre, comme l'a souligné Badis, ils sont enfouis. À ce jour, on ne sait pas où sont les déchets nucléaires français. Les Français refusent de communiquer à l'Algérie les cartes pour les retrouver. Ensuite, la France n'a pas du tout assumé ses responsabilités historiques, évoquées d'ailleurs par M. Brahim Bourali, président de l'Assemblée populaire nationale. Responsabilité historique, d'abord en reconnaissant ce qui s'est passé, et ensuite, il faut nettoyer. Ils n'ont jamais nettoyé ces lieux. Les États-Unis ont contribué le nettoyage de l'entourage des villes de Nagasaki et Hiroshima après les bombes de 1945. La même chose pour le Royaume-Uni. Après, c'est pour faire l'expérience qu'ils ont fait. Oui, c'est vrai que c'est la même chose, mais ils ont quand même assumé. Ils ont aidé, ils ont indemnisé les victimes. C'est pas du tout le cas. Mais on rappelle également que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, je me tourne vers vous, Kheldin Batache, le président de la République, insiste sur cette décontamination. Il dit que l'argent, c'est bien, mais le plus important, c'est la décontamination. Bien sûr. Non, oui. Il dit que l'argent, finalement, on n'en a pas vraiment besoin. C'est la décontamination qui est importante, Kheldin. Oui, je suis peut-être pas spécialiste du sujet, mais ce qui me sidère, moi, quand on parle d'essais nucléaires français en Algérie, c'est cet aspect de la mémoire que l'extrême droite française veut que les Algériens
oubli du jour au lendemain, alors que si on établit un bilan pour la France coloniale en Algérie, dans la colonne du passif, on peut peut-être, très lourd, ouais. par volontarisme et par volonté d'aller de l'avant et de préserver cette relation entre les deux pays, oublier certains mots vécus par les Algériens, mais pas les essais nucléaires, et ce qu'ils ont justement, toutes les répercussions que les Algériens, dont les Algériens payent le prix jusqu'à aujourd'hui. Donc je trouve très mal placé que l'extrême droite française, par exemple, prenne ce cas de figure en exemple pour une façon de donner des injonctions aux Français, de leur dire vous devez aller de l'avant, oublier le passé, alors que lorsqu'il s'agit bien entendu d'autres génocides vécus lors de périodes révolues, on ne parle jamais d'oubli, mais à chaque fois de réparation. De mémoire. De réparation, exactement. Bah, écoutez, merci Kherdine Battache d'avoir été avec nous ce soir. Je vous laisse aller vous reposer. Je sais que vous avez fait un très long voyage. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Restez juste avec nous le temps que je lance ce petit sonore et ensuite vous pourrez partir. Alors, mesdames et messieurs, je vous propose à présent d'écouter un témoin polynésien. Il s'agit de Michel Arakinou. Il était hier présent ici à Al24 News. Il a participé à une émission spéciale animée par Leila Gertal. Il revient justement sur les explosions nucléaires en Polynésie. Merci de m'avoir invité avec mes collègues sur votre antenne et puis salutations au président et au peuple algérien. La démarche que je fais aujourd'hui, elle est une démarche de recherche de vérité et de transparence et de la transmission. Mon engagement dans la recherche de la justice et de la vérité n'est pas seulement un vain mot. C'est juste une transmission. Parce qu'aujourd'hui, moi aussi, j'étais enfant lors des essais nucléaires. Oui. J'avais 5 ans et 7 mois où j'ai subi les premiers tirs Aldébaran qui a balayé mon atoll avec les nuages. J'étais dans la zone Gambier. Et de ce moment-là, j'étais enfant. Et je suis rentré à l'armée. Et de l'armée, j'ai travaillé sur des sites des essais nucléaires où mes pères avaient déjà travaillé. C'est pratiquement une succession de postes. Et puis, j'ai pu côtoyer les plus grands scientifiques françaises et internationales sur lesquels où ma réflexion de critique aujourd'hui s'est faite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut trouver comment faire en sorte que la vérité soit la vérité et que la justice soit créée. Aujourd'hui, depuis janvier 2010, la loi Morin existe. Et dans la loi Morin, nous avons encore des problèmes au niveau de nos associations, aussi bien de Polynésie collatéraux, et puis les militaires qui avaient travaillé sur le site. Aujourd'hui, je fais partie des 2 associations qui essayons de trouver comment faire en sorte que notre État vient à la discussion de réparation, de prise en charge. Aujourd'hui, j'ai été auditionné le 22 janvier à l'Assemblée nationale sur les enquêtes concernant cette période. J'ai apporté mon témoignage et mon témoignage, je l'apporte depuis 2020. 2022, on a eu un débat au Sénat où j'étais obligé de porter un témoignage sur la partie sanitaire, non pas sur la partie secret et de la profession que j'ai exercée, mais sur la partie sanitaire. La démarche qui était faite, c'était de reconnaître que nous avons été pollués par notre pays et que c'est à notre pays à prendre en charge. Il faut savoir que la Polynésie française, on a un statut spécial par rapport à la France, comparé aux Algériens. Parce que l'Algérie était français à l'époque de la préparation. Faut pas l'oublier, c'est l'histoire. Sous colonisation française. Ils étaient français. Alors, ils ont été pollués en tant que français, si on part sur l'histoire. Nous, Polynésiens, on est français jusqu'à aujourd'hui. Preuve du contraire, on est encore français. Notre démarche, elle n'est pas de mettre la cisanie entre les relations politiques. Non, c'est social, sociétal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis grand-parent. Quel héritage vais-je laisser à mes enfants? C'est ça mon questionnement. Et aujourd'hui, je sais que je suis dans le droit chemin. Voilà, c'était donc Michel Arakinou, témoin polynésien. Gamal Abina, la Polynésie a engagé des poursuites contre l'État français pour les explosions réalisées sur son territoire. Est-ce que vous pensez que l'Algérie devrait suivre cet exemple pour enfin avoir gain de cause et que justice soit faite finalement? Bien sûr, parce qu'il y a quand même les commissions Morin 2017, ils mettent ça en application en 2024, il y a 1000 personnes qui sont indemnisées ou qui doivent l'être.
essentiellement les soldats français. Je pense que tout à l'heure, tu as dit un truc qui était intéressant et en même temps, il ne faut pas se tromper. Les États-Unis, quand ils massacrent le Japon avec de bombes atomiques, ils font des recherches scientifiques, ils voient les effets de la radiation. Donc ils connaissent ces effets qui sont connus du monde entier. On sait qu'à ce moment-là, il y a un problème d'irradiation. Ce n'est pas seulement les mégatonnes qui brûlent tout, c'est qu'il y a des conséquences sur 1000 ans. C'est important. Les Français font 210 essais nucléaires, 4 à ciel ouvert en Algérie, ils se sont bien amusés, 13 souterrains en Algérie et tout le reste en Polynésie. Sauf qu'à l'époque où M. Chirac a repris malheureusement, c'est un personnage qui était intéressant, mais là il a eu tort, ses essais pour faire les tests, il le fait en souterrain et on se rend compte qu'il y a des fuites. Et aujourd'hui, les Polynésiens sont en train de mourir des effets des radiations. J'en parle avec beaucoup d'émotion. Pourquoi ? Parce que mon père a été frappé malheureusement. On a parlé de leucémie tout à l'heure. Lui-même a eu une leucémie parce qu'il a fait la guerre de 63 et il a été exposé, comme tous les Algériens, à ces effets de radiation. Je ne vous donne pas un scoop. Hein. Quand il est allé à l'hôpital, il disait boire les coups dans le coin des leucémiques. Parce que essentiellement, c'est des Algériens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de mesures, il n'y a pas de vérification. Mais on sait parfaitement que les conséquences sont lourdes. Preuve en est. Récemment encore, je crois, il y a 3-4 ans, il y a eu un vent de sable qui a porté du sable vers le nord jusqu'en France. Et les particules radioactives étaient présentes. C'est vous dire un peu le niveau 65 ans après, puisqu'on est aux 65 ans, de ce que ça donne. Donc je pense effectivement, comme il le dit très bien, que la France ne veut pas reconnaître ses crimes, ne veut même pas donner les plans d'enfouissement des déchets les plus radioactifs. Pire encore, refuse évidemment de nettoyer, ce qui est le milieu syndical. Et en Polynésie, il y a des procès intentés. C'est-à-dire que les gens commencent à mesurer la catastrophe et l'Algérie devrait s'inscrire dans cette logique-là. On parle de crimes contre l'humanité. Je rappelle que les Français n'ont pas fait d'essai dans le Larzac. Hein. Ils n'ont pas pris de risque. Ils le font en Algérie. Pourquoi ? Parce qu'en 58, De Gaulle propose la partition du territoire. Le FLN refuse. Il se dit, comme c'est fichu, on va perdre le territoire, on va le salir. Et en 60, il commence à bombarder à ciel ouvert. Et ensuite, il se dit, il n'y a pas de conséquences, on n'y sera plus. Donc effectivement, ceux qui en souffrent, c'est les habitants locaux, dont on a fait croire qu'ils n'existaient pas, comme d'habitude, il n'y a jamais d'habitants. Mais finalement, aujourd'hui, on voit bien les catastrophes, diffamation, les morts à la naissance, les morts en couche en l'occurrence, et surtout les conséquences sur 1000 ans. C'est pas 3 jours, on est sur quelque chose de très très lourd. Donc allez, vous, décontaminer du sable, c'était vitrifié. Allez décontaminer des engins radioactifs, comme les avions, il y avait des avions, des camions, des chars, qui sont sur place enfouis. Tout ça n'a pas été fait parce que les Français s'en lavaient les mains, il faut être très clair. Donc quand quelqu'un se lave les mains de son propre crime, c'est criminel. Il faut le poursuivre. Il ne veut même pas reconnaître Gamel. C'est pour ça qu'il est en train de mentir. En 2021, par exemple, le président Emmanuel Macron a déclassifié certains dossiers, dont des dossiers qui ne posaient pas de problème. Par exemple, donc, les dossiers déclassifiés, on a découvert qu'au moment de ces explosions nucléaires, parce qu'elles étaient nombreuses, il y avait aussi des expérimentations biologiques et chimiques. Il y a tout un secret par rapport à ça. Il y a un nuage nucléaire qui a traversé 26 pays africains. C'est un nuage qui est parti jusqu'en Syrie et en Égypte. Et en Europe, jusqu'au Portugal et en Espagne. Ça veut dire que ça n'a pas uniquement touché l'Algérie, mais c'est l'ensemble des pays. Vous parlez de la Polynésie. Vous savez, Gamel, combien de victimes polynésiennes ont été indemnisées ? 415 sur 15 000. Ça veut dire 3% en presque 30 ans. L'estimation, c'est 400 000 personnes qui ont été impactées. Oui, et pour les Algériens, c'est 0,2%. Ça veut dire que la France ne peut pas reconnaître sa responsabilité historique, sa responsabilité par rapport à ça, il ne veut pas indemniser. Les Algériens, et Mme Benbrahim, dans l'émission que vous avez évoquée, Nouhed, a dit que les Algériens ne veulent pas d'argent. Ils veulent qu'on reconnaisse ça et qu'on nettoie, parce que c'est une saleté qui reste pendant des siècles et des siècles. Il y a les humains, il y a l'environnement, il y a les ressources hydriques, l'eau, parce que l'eau a été polluée, et également les terres agricoles de toute la région de Necker et de Régal. La demande lors du dernier discours du président de la République, Abdelmajid Tebboune, a été limpide, et je pense qu'elle a été comprise de toutes et de tous. On ne mendie pas, on ne fait pas l'aumône. L'Algérie ne mendie pas, l'Algérie ne fait pas l'aumône, l'Algérie ne demande pas d'être indemnisée. On n'a pas besoin de ça. On a besoin que les personnes qui ont commis cet acte ignoble, ce crime, viennent nettoyer les ordures qu'ils ont laissées. Tout simplement, pas plus, pas moins. On n'est pas là pour faire des grands procès à l'américaine, pour réclamer des milliards et des milliards de dollars. Ça ne nous intéresse pas. On a de l'argent, l'Algérie ne mendie pas, l'Algérie ne tend pas la main pour vivre. Le président de la République a été, mais d'une clairvoyance et d'une limpidité extrême. Venez nettoyer ce que vous avez causé. Et là, on commencera à parler de façon respectueuse, de façon mutuellement respectueuse. On ne veut rien d'autre que vous nettoyer ce que vos bombes ont causé à la nature, à l'être humain, au Sahara, à tout ce qui a été entaché par ces bombes. Je rappelle juste
que Hiroshima qui a fait, il me semble... 70 000 morts directement, c'est beaucoup plus, c'est 70 000 et 200 000 en tout. Entre 50 et 70 000 morts d'après les estimations. La bombe, une des bombes, la première qui a explosé dans le Sahara, c'était 70 kilotonnes. Donc combien de fois supérieur? 5 fois Hiroshima. Et on va nous dire, on va nous faire croire à nous autres, non, vous inquiétez pas, ça n'a aucun effet. Donc c'est juste se moquer, vous savez, c'est comme le fameux nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté à la frontière franco-allemande, qui s'est arrêté au niveau de Strasbourg, et les gens ont cru ça. Non, ça ne s'arrête pas, ça se disperse partout, les atomes se dispersent partout, les nuages continuent, voilà, les nuages radioactifs se propagent. C'est juste, pour moi, un crime contre l'humanité. Ce qui a été fait, c'est un crime contre l'humanité. Il n'y a pas d'autre mot. Je ne pense pas qu'on peut qualifier ça d'un autre mot. Mais il faut voir les images des compteurs Gégère quand ils y vont. En nombre de becquerels, c'est le festival. Hein. On est vraiment sur des chiffres largement. Ça s'affole. Ce qui veut dire que 65 ans après, évidemment, c'est toujours le cas. Oui, bien sûr, ça ne laisse pas comme ça. Et en 30 ans, 1026 personnes ont été indemnisées par l'État français, dont plus de 600 Français. Et encore, les militaires français ont eu des difficultés parce qu'il fallait qu'ils prouvent. Il fallait avoir un livret militaire, etc. Il fallait intenter des procès. Et il me semble qu'aujourd'hui, parce que l'Algérie réclame les cartes, réclame les lieux d'enfouissement, réclame la décontamination. On ne sait même pas où est-ce que c'est caché. Oui, c'est caché. Oui, c'est caché. On ne sait même pas où est-ce que c'est caché. C'est ça qui est horrible. Des sites d'enfouissement. On ne peut pas coloniser ce territoire. On le laisse sale, comme l'a dit Gamel. C'est fait exprès. Et donc, ils ne donnent pas, parce que ça touche les nappes de l'eau, ça touche les terres agricoles, etc. D'ailleurs, toute la zone de regain, par exemple, les dattes, etc., on n'arrive pas à planter dans cette région. C'est vraiment une région désertique. Je vous propose, messieurs, justement, d'écouter monsieur Jean-Marie Collin, qui est donc directeur d'ICANN France. Il revient justement sur la nécessité de remettre ces cartographies aux Algériens. Toujours des explosions nucléaires, les militaires et les scientifiques prendront le terme essai. Et je pense que ce qui est important, c'est que il n'y a pas un déni de ce qui s'est déroulé. L'État français ne cache plus ce qui s'est déroulé. On sait tous, d'ailleurs, on le sait, on en parle aujourd'hui. Il y a eu 17 essais nucléaires, des expériences complémentaires par la suite. Donc ça, c'est connu. L'État français a reconnu à partir du milieu des années 2000 aussi un certain nombre d'accidents grâce au travail fort réalisé par la société civile française, grâce à l'appui de certains parlementaires. Ce qui reste à débloquer en termes de transparence, et c'est là-dessus, je pense, où on se retrouvera tous, c'est un certain nombre de documents qui permettraient de faire avancer les problématiques humanitaires et environnementales. Et c'est là toute la subtilité de la loi française, c'est qu'on a des documents qui ne peuvent pas être rendus en fait publics selon une loi qui est aujourd'hui probablement très mal appliqué, très mal lu, ou en tout cas qui lui donne un sens qui fait que on ne veut pas, l'État français ne veut pas publier l'ensemble de ces documents. Donc c'est là-dessus où on cherche à se battre, c'est là-dessus où on demande aux parlementaires français de faire avancer cette question-là, de diffuser, de publier enfin un certain nombre de documents. On y reviendra certainement, mais toute la question des cartes qui permettent de savoir où ont été enfouis, notamment différents déchets nucléaires militaires. Pour compléter ce qui a été dit précédemment, c'est vrai que la loi en 2008 a été modifiée pour introduire une catégorie concernant le nucléaire comme document incommunicable ad vitam aeternam. Voilà. Donc ça veut dire que après c'est une décision politique du président de la République. Il l'a fait en 2021 après une table ronde uniquement par rapport à la Polynésie, où il a demandé donc aux archives de déclassifier, de vérifier tous les documents un par un et de déclassifier ceux qui posaient pas de problème. Auparavant, les associations de victimes et notamment aussi l'Observatoire avaient intenté des procès contre le gouvernement qui ont duré une dizaine d'années avant qu'un certain nombre de documents soient déclassifiés sur l'Algérie et sur la Polynésie. Mais la raison principale qui fait que la France bloque sur cette question-là, c'est qu'elle ne veut pas être mise en cause au niveau de sa responsabilité par rapport à la mise en vie. Voilà. C'est sur la mise en cause de la santé de ses concitoyens. Voilà. Puisque le rôle d'un gouvernement, c'est de protéger la sécurité de ses citoyens. Et là, avec les nucléaires, et elle le savait, puisqu'il y a eu des documents publiés, il y a eu des documents traduits de ce qui s'était passé à Hiroshima et Nagasaki, que le nucléaire entraînait des problématiques de santé. Mais le gouvernement a estimé que c'était préférable, c'était, on va dire, des dégâts collatéraux. Et le prix à payer
pour que la France rentre dans le club des grandes puissances nucléaires et développe son nucléaire civil, puisque c'est les deux piliers qui sont extrêmement liés au niveau des conséquences. Voilà, c'était donc Jean-Marie Collin, directeur d'ICANN France, et Patrice Bouvray, directeur de l'Observatoire des armements. Ils ont participé donc hier à l'édition spéciale animée par Leila Gertal sur ces explosions nucléaires. Gamal Abina, vous aviez quelque chose à rajouter? Oui, simplement que quand on fait la guerre, il y a des lois dans la guerre, dont une qui dit que lorsque vous minez un terrain, vous devez donner le plan de déminage. C'est une loi de principe de guerre qui fait que l'adversaire respecte son adversaire. Là, en l'occurrence, ils ont miné un territoire par du matériel radioactif, qui est hautement radioactif et donc dangereux, qui tue des gens. Et ils ne donnent même pas les plans de déminage du territoire. On ne peut pas nettoyer le désert, évidemment, mais quand même, il y a des outils qui ont été laissés là-bas. Il y a du matériel de guerre qui sont des mines, des bombes à retardement qui dureront un millénaire. Et ils ne font même pas ce minimum syndical, à savoir respecter les lois de la guerre. Ça me fait penser aux squatteurs. Moi, je vais non, mais sincèrement... Tu sais, quand un squatteur te prend une maison, un appartement, et qui sait que tout est perdu, qu'il doit libérer l'appartement par voie de justice, par force de police, qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur? Il casse tout, il laisse tout casser. La politique de la terre brûlée. La politique de la terre brûlée. Eh ben, je pense que c'est ce qui a été fait. C'est vraiment la politique de la terre brûlée. C'est après moi le déluge. Je m'en fous. Je mets ce que je dois mettre, je fais ce que je dois faire. J'essaye. Je fais les pires essais possibles, les pires explosions possibles. Et après, adviendra que pourra, on s'en fout, c'est plus à nous. Et ben moi, je trouve ça juste lâche. Voilà. Badis Renissa, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la France refuse de reconnaître ce crime contre l'humanité qu'elle a commis en Algérie? Pourquoi est-ce qu'elle refuse de nous donner ces cartographies des endroits où il y a eu justement ces explosions? Tout à fait, une question pertinente et d'ailleurs qui nous renvoie un peu sur les causes, les causalités. Il faut comprendre qu'effectivement, d'abord, les plaies du colonialisme ne peuvent pas se fermer qu'avec les paroles. Il faut des actes. La France officielle aujourd'hui se défile avec cette politique de fuite en avant parce qu'il n'y a pas de volonté politique d'abord, mais beaucoup plus profond que cela, on peut aller plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la colonisation française est, je dirais même, otage d'une grille de pensée. Il faut revenir un peu le fameux roman national français, le narratif. Donc il faut le déconstruire. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, par exemple, dans les manuels des enfants, notamment d'enseignement, on enseigne encore le rôle positif de la colonisation. Oui. Donc c'est là où le bas blesse, j'ai envie de vous dire. Donc la France ne peut pas avoir cette position de volte-face et revenir sur des choses qu'elle a vendues, elle a enjolivé comme des apports bénéfiques et civilisationnels, notamment pour les peuples colonisés. C'est Jules Ferry, ça. Absolument. Et puis on a cette dichotomie, cette opposition notamment de notions, d'approches. D'un côté, où l'Algérie, effectivement, comme d'autres pays, d'ailleurs, on l'a vu, l'Union africaine, c'est un sujet fondamental, une thématique importante, qui est la criminalisation justement de la colonisation. Donc on a ce devoir de mémoire ou ce devoir mémoriel qui fait face, par opposition à quoi? À cet oubli mémoriel que veut la France officielle, à travers justement ces postures. Et puis, il faut aussi revenir à un autre facteur, pour moi, qui est aussi important que le reste, c'est la posture notamment officielle, notamment d'Emmanuel Macron. Et je reviens sur son déplacement en octobre 2024 à Rabat, avec son discours au Parlement, où effectivement il faisait cette espèce d'analogie confuse notamment, où il évoquait effectivement que le Maroc était un bon exemple de mémoire de colonisation. Eh ben non, Monsieur Macron, parce que le protectorat n'est pas le génocide qui a été perpétré en Algérie. Puis en même temps, il faut rappeler, 200 000 morts RIFA, si ça c'est un bon exemple, ils ont oublié cette histoire, parce que les victimes, effectivement, aujourd'hui, ne sont pas forcément aimées dans le Maroc. Tout à fait. Et d'une part, d'autre part aussi, je rappelle, et ce n'était pas le cas pour l'Algérie, hein, la démission de Mitterrand à l'époque, qui était ministre délégué en 1953, parce qu'on a exilé Mohamed V, ça veut tout dire. Donc l'Algérie n'est pas le Maroc, avec tout le respect que j'ai, je ne suis pas dans la surenchère, la colonisation reste de la colonisation. Donc il y a tous ces aspects-là qu'il faudra effectivement prendre en compte en perspective pour comprendre la volonté délibérée notamment. Et puis je rappelle aussi que le nucléaire est tabou en France, notamment en matière de conséquences. Oui. Donc il y a ce qu'on rappelle aussi, il y a des victimes françaises, notamment de l'armée ou de civils, qui ont été chargées de nettoyer, de tester, de voir, sans même protection. Il y a eu des soldats de combat qui étaient assis par terre et qui devaient être exposés aux radiations. Et d'ailleurs, effectivement, vous avez raison de le dire, Badis, c'était réellement un tabou. Ce n'est que ces dernières années que certains médias ont commencé à parler, parce qu'il y a des victimes qui ont pensé à parler. Et pour rendre hommage à l'association Aven, qui a défendu ces soldats,
c'est français, etc. Et il faut noter, Nouhad aussi, parce qu'il y a un autre problème qui n'est pas évoqué, c'est les mines qui sont dans les frontières, Est et Ouest. À ce jour, la France n'a pas donné les cartographies de l'Algérie, malgré les appels de l'Algérie, malgré les demandes qui sont faites depuis plusieurs années. À ce jour, les mines font toujours des victimes, les mines antipersonnelles. À ce jour, il faut aussi noter que le Parlement algérien, Badis parlait de la criminalisation de la colonisation. Je pense qu'il y a un projet justement pour criminaliser la colonisation. Et le Parlement, et c'est très intéressant que la Chambre basse du Parlement a pris donc ce dossier et ce débat qui était très intéressant donc, à Alger. Il y a aussi un autre colloque qui a été organisé à Regan par le ministère des Moudjahidines des ayants droit. D'ailleurs, M. Bouvray, Colin et Mme Fatma Braham et M. Michel ont assisté à ce colloque parce que l'idée, c'est de mettre un lien les victimes polynésiennes avec les victimes algériennes, polynésiennes et algériennes pour justement avancer et faire le pressing sur l'État français. Juste pour parler du problème algéro-français, on va faire usage de dichotomie par rapport à la raison et la passion. La raison, c'est ce problème-là qui est un problème central, le nettoyage des espaces, le nettoyage du Sahara et on va dire arranger en quelque sorte et trouver les cartes. Le problème de tous les présidents français successifs, c'est qu'à chaque fois, ils s'envoient la balle, ils se renvoient la balle pour ne pas traiter par rapport à la passion que cela peut engendrer, la passion des relations bilatérales entre les deux pays, que ça peut engendrer et les frictions que ça peut engendrer. Mais plus on envoie ça aux oubliettes, plus ça revient en effet de boomerang à la figure des relations. Exactement, et ça se décuple par rapport au ravage que ça cause. Et c'est ça le problème. C'est que tant qu'on n'aura pas un gouvernement français qui affrontera ça de façon courageuse et de dire oui, nous avons fait des erreurs inhumaines, nous avons fait des erreurs terribles et nous sommes prêts à venir réparer les erreurs de nos prédécesseurs, et bien tant qu'on ne fera pas ça, la réconciliation sera problématique, voire impossible. Et c'est une, excuse-moi, c'est la ligne rouge. C'est la ligne rouge du président Tebboune en disant, moi, je ne vais pas faire fi de tout ce qui s'est passé pour faire plaisir à la relation bilatérale. D'abord, on se pose autour d'une table, on se dit les choses, on règle les problèmes qui traînent depuis plus de 60 ans, nous les réglons d'une façon définitive, entre hommes, d'accord ? Excuse-moi, homme avec un grand H, je ne suis pas quelqu'un de... Voilà, homme avec un grand H, entre personnes responsables, et nous allons commencer à avancer. Mais tant que ces problèmes récurrents, qui chaque quinquennat ou septennat à l'époque, et maintenant quinquennat de la partie française, ne seront pas réglés, eh ben, la relation bilatérale entre l'Algérie et la France ne s'arrangera pas. Il ne faut pas oublier que la France doit également assumer ses crimes, donc ses essais chimiques et essais bactériologiques. Voilà, messieurs, merci donc pour ce débat. On revient à l'actualité principale de cette journée, de ce samedi, et c'est l'événement du jour, la victoire éclatante de l'Algérie à l'Union africaine. Et cette scène de liesse suite à l'élection de Selma Malika Haddadi au poste de vice-présidente de la Commission de l'Union africaine avec 33 voix. On le rappelle, Selma Haddadi qui est ambassadeur d'Algérie et représentante permanente auprès de l'Union africaine. Regardez. Excellencies, I wish to declare the results as follows. Her Excellency Ambassador Selma Malika Haddadi, 33.
Voilà, c'était donc une ambiance très chaleureuse, très joyeuse, qui nous rappelle l'ambiance qu'il y a dans les stades de foot, hein, lorsque l'équipe algérienne gagne donc, son match. Et pour cette dernière partie, Nariman Zekar nous a rejoint autour de la table. Nariman Zekar qui revient justement sur cette victoire de la diplomatie algérienne. Exactement. Bon, déjà, bonsoir à tous. Comme on vient de le voir sur les vidéos qui viennent de défiler, c'est une victoire diplomatique éclatante pour l'Algérie qui vient tout juste d'obtenir la vice-présidence à la Commission de l'Union africaine. N'en déplaise à certains rageux, oui, j'insiste sur le mot, qui ont fait pourtant des mains et des pieds pour saboter et pour décrédibiliser la candidature de l'Algérie en relayant toutes sortes de fake news. Or, si on revient réellement aux faits, on va s'apercevoir que Madame l'ambassadeur Salma Malika Haddadi a remporté le poste avec un total de 33 voix, soit le double de ce qu'a obtenu la partie marocaine. Mais bon, comme le Merzane est assez mauvais joueur, il a décidé de lancer une guéguerre d'informations en racontant toutes sortes de sottises, allant même jusqu'à accuser le président Abdelmajid Tebboune lui-même et sa délégation de vouloir soudoyer la Commission de l'Union africaine. Ben voyons. Eh bien, permettez-moi sur ce plateau de dire quelque chose. Cher régime marocain, je m'adresse directement à vous. Je vous pose la question. L'Algérie n'était-elle pas censée être isolée diplomatiquement? L'Algérie n'était-elle pas censée être en conflit avec toute la planète? Eh bien non, désolé, mais cette victoire démontre finalement tout le contraire. Encore mieux, ça montre que dans ces circonstances, au final, le vrai pays qui est isolé diplomatiquement n'est nul autre que le Royaume du Maroc, surtout qu'il s'agit en fait de la deuxième défaite en quelques jours pour le Maroc face à l'Algérie dans la course au siège dans les instances africaines. Mercredi dernier, l'Algérie avait éliminé le Maroc lors de l'élection du représentant de l'Afrique du Nord au sein du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Alger avait obtenu 30 voix et s'est mis dans les meilleures dispositions pour arracher le poste pour lequel il faut au total 33 voix. Et le Maroc avait omis de dire qu'il s'était présenté. Mais justement, bon, l'élection pour l'instant, elle a été reportée au mois de mars prochain. Et devinez bien sûr qui a très mal vécu cette défaite et qui a tenté de présenter ce score comme un échec pour se consoler. C'est bien sûr le Maroc qui vient encore une fois continuer dans sa mauvaise foi en occultant, comme vous l'avez dit Nohed, de dire qu'ils avaient été éliminés. Badis Khnissa, le Maroc vient de prouver une nouvelle fois que son emploi de la désinformation, mais aussi en plus de sa diplomatie de la corruption qui a déjà coûté à Rabat moult scandales. Même une diplomatie juvénile que je qualifierais, c'est un peu, ils me font rappeler un peu l'enfant turbulent qui est pourri gâté, qui essaye d'avoir ses petits jouets coûte que coûte. Sauf que le monde change, le monde, notamment l'Union africaine, change également. Aujourd'hui, les défis et les enjeux sont grands. Donc on a besoin de pays puissance, pays crédibles, pays légitimes, pays au service de l'intérêt commun. Et quoi que de mieux que l'Algérie, justement, pour incarner, à travers des actions, notamment notables, sans équivoque, vérifiables, tangibles notamment sur le terrain, pour pouvoir incarner ce rôle. Et c'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui, nous le voyons, c'est une consécration, c'est un vote plébiscite, qu'on le veuille ou non, destiné aux mauvaises langues, mais surtout aussi, j'ai envie de dire à la diplomatie marocaine, si tant est, on peut la qualifier comme diplomatie, parce que pour moi c'est plus des lobbies de coulisses et des pions, notamment je dirais, par délégation pour d'autres forces obscures, notamment, et ce que je disais tout à l'heure, hein, je qualifie de proxy notamment d'autres puissances, y compris l'entité sioniste, pour mener à bien un projet pernicieux au sein de l'Union africaine, mais aussi contre les intérêts d'Algérie, puisque l'Algérie, encore une fois, rappelons-le, une énième fois, l'Algérie s'est hissée sur le sommet de la diplomatie algérienne. L'Algérie aujourd'hui incarne cette voix audible notamment, cette voix puissante notamment, cette force de résolution aux côtés des puissances, du propre aveu d'ailleurs de la diplomatie mondiale. Elle est sur l'échiquier international, elle s'est hissée sur cet échiquier, elle compte bien jouer son rôle et elle ne veut pas être dans la figuration. D'ailleurs, pour cette élection, Mme Haddadi a proposé une vision nouvelle, enracinée dans son dévouement à l'Afrique. On lui souhaite bon courage dans sa fonction, ainsi qu'à l'action algérienne pour soutenir l'essor, le développement et la représentativité internationale du continent et des peuples africains. Je finirai par dire Tahia al-Jazair, n'est-ce pas, Mahdi? Tahia al-Jazair, moi ce que j'ai aimé, c'est l'engouement, la fierté de toute la délégation algérienne pendant ce sommet. Énormément de fierté parce que c'était un travail de dur labeur et bien évidemment saluer et féliciter Madame l'ambassadrice, enfin
Madame l'ambassadeur, maintenant, c'est Madame Oui, l'ambassadeur. c'est Madame l'ambassadeur. Madame l'ambassadeur avec un E à la fin, Oui. exactement. Donc féliciter Madame l'ambassadeur, lui souhaiter énormément de succès, de plein succès pour ses missions futures, qu'elle représente dignement l'Algérie comme elle sait le faire, comme elle a su le faire et comme elle saura le faire. Et quand je vois, moi, ces images où tu as toute une délégation qui saute de joie, où tu vois l'harmonie dans la délégation algérienne, où tu vois la joie, la fierté, qu'une chose à dire, Tahiyat Jazair, Tahiyat Jazair, Tahiyat Jazair. Effectivement, il faut rappeler, Mahdi, que la diplomatie algérienne est active depuis plusieurs semaines, parce que avant cette élection, avec son résultat, plusieurs ministres, dont M. Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères, M. Chayeb Mansouri et Mme Mansouri, les ministres délégués, ont voyagé en Afrique. Même M. Mziane, qui est le ministre de la Communication, ont préparé, le président Abdelmadjid Tebboune a envoyé des lettres à ses homologues africains, je pense au moins une vingtaine de pays. Donc le travail a été fait, le travail de préparation. Et comme l'a souligné Badi, ce n'est pas normal qu'un État voisin comme le Maroc, il calcule sa politique, à chaque fois la politique extérieure, par rapport à son voisin. Ça ne se passe jamais en termes de diplomatie. On connaît les règles diplomatiques. On sait que les coulisses, il y a des coulisses dans les sommets, etc., que chaque pays voudrait peser sur un autre, c'est normal. Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils se sentent inférieurs à l'Algérie? Mais parfois, non, parce qu'il y a des complexes, parce qu'on a commencé à annoncer l'échec de Mme Haddadi, l'échec du candidat algérien au Conseil de sécurité du pays, etc. C'est des fake news, on a envoyé les trolls, on a envoyé les mouches, etc. C'est pas normal pour un pays qui se dit fort, qui se dit pas isolé, parce que c'est vrai qu'on a tendance on a envie de rire quand on dit que la diplomatie algérienne est isolée. Cette même semaine, il y a la relance du gazoduc Algérie, Nigeria, vers l'Europe, en passant par le Niger. Il y a eu le président Abdelmadjid Tebboune a réuni donc des responsables par rapport à la route qui va de Mauritanie, donc Zouérat, jusqu'à Tindouf. Comment ça, un pays isolé qui travaille avec ses voisins, qui travaille sur des projets structurants et stratégiques et qui arrive à arracher une grande victoire au sein de l'Union africaine. C'est une victoire, pas un isolement. Pour aller dans ton sens, justement, il faut revenir au corpus idéologique de la diplomatie marocaine, du Merzane. Elle évalue ses relations diplomatiques et les autres pays à travers le prisme du Sahara occidental. Uniquement. Oui, pour ça, c'est clair. Et c'est ce qui la perdra, parce qu'en fait, aujourd'hui, les pays africains ont outrepassé cette considération, sachant qu'ils considèrent eux-mêmes, au sein de l'Union africaine, que c'est la dernière colonie de l'Afrique. Oui, et le ministre des Affaires étrangères algérien, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, lorsque M. Attaf part en Amérique du Sud, Nasser Bourreta, qui est le ministre des Affaires étrangères marocain, part en Amérique du Sud. Lorsque M. Attaf part en Europe centrale, il est suivi par M. Bourreta. Lorsque M. Attaf part en Afrique, Bourreta est en train de le suivre. Jusqu'à quand on va continuer? L'Algérie a une vitesse supersonique. Il faudrait qu'il se dote de moyens pour suivre ce mouvement de la diplomatie très efficace de la diplomatie algérienne. Oui, absolument, il n'y a pas de résultat. On l'a vu aujourd'hui à la Commission africaine. Le jeu diplomatique est un jeu qui se fait gagner toujours à la fin par l'Algérie. Voilà, c'est ça Pour l'instant, ça se vérifie avec l'ONU, ça se vérifie avec Exactement, c'est ça la genèse de l'histoire, c'est que grâce aux éléments employés et à la diversité diplomatique qui a été employée lors de ces différents congrès, sommets, et la diplomatie algérienne rayonne à nouveau sur le continent africain et dans le domaine mondial. Je n'ai pas à rappeler toutes les personnalités, tous les présidents, chefs d'État qui sont passés en Algérie sur les 5 dernières années. Donc c'est une fierté absolue. Et moi, j'ai un dernier mot pour toutes les personnes dans l'ombre de la diplomatie algérienne. Et quand je dis toutes les personnes dans l'ombre, c'est l'ensemble du ministère des Affaires étrangères. Ça veut dire du simple secrétaire, de la simple secrétaire au simple coursier, au chauffeur, à toutes les personnes qui aident ce beau et magnifique ministère qui est le ministère des Affaires étrangères. La bave du crapaud n'atteint jamais la blanche colombe. Exactement. Merci Badis Khnissa. Madame, messieurs, merci d'avoir participé à l'émission de ce soir. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Je vous rappelle notre rendez-vous 20h45 samedi prochain. Tahiyat Jazair. Tahiyat Jazair.